Le sous-secteur des transports est mal en point en Afrique, c'est le moins que l'on puisse dire. Non-professionnalisation des opérateurs de transport routier, atomisation de l'offre de transport, vétusté du parc automobile, insécurité routière, non-respect de la réglementation en vigueur par les acteurs, persistance des pratiques anormales sur les corridors, pour ne citer que ces carences. Et le Togo a fait le diagnostic en 2017 et veut désormais prendre les taureaux par les cornes en engageant dans le secteur des réformes en profondeur. Où en sommes-nous avec les dites réformes? Nous faisons le point avec 3 acteurs du sous-secteur au plateau. Je vous présente d'abord M. Tadoudini Derman. Il est le directeur des transports routiers et ferroviaires des TRF. Monsieur Derman, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Nous sommes au plateau avec le commissaire principal Kossi Soji. Il est le directeur de la division de la sécurité routière DSR. Mon commissaire, bonjour. Bonjour Monsieur Gilles et bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs et internautes de la télévision New World TV qui nous suivent ici même à Lomé et de par le monde. Merci pour la précision. Effectivement, nous sommes suivis dans le monde entier. Notre 3e invité au plateau, c'est Rémi Patenou. Monsieur Patenou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de la fêtière patronale togolaise des transporteurs routiers. Merci d'être avec nous. Merci. Ouais. Et nous démarrons tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, le Togo a engagé des réformes depuis, disons, 7-8 ans dans le sous-secteur des transports. Monsieur Derman, quels sont les principaux axes des réformes opérées dans ce sous-secteur des transports routiers au Togo donc depuis 2020? Merci Gilles. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez afin de pouvoir faire l'éclairage sur le secteur des transports, notamment le routier. Avant d'en arriver aux axes sur la réforme, je vais d'abord rappeler le rôle clé que joue le secteur des transports dans l'économie de notre pays. De manière directe, il participe au PIB à plus de 7%. Et également, il joue un rôle de soutien transversal aux autres secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie, le commerce, etc. Et donc, fort de ce rôle clé, le gouvernement togolais, dans toutes les politiques et stratégies qui ont été mises en place pour le développement socio-économique de notre pays, a mis une emphase particulière sur le secteur des transports. Depuis les documents DSRP jusqu'à la feuille de route stratégique de réduction de la pauvreté 1, 2, jusqu'à la feuille de route 2020-2025, en passant notamment par la SCAP et le PND, le secteur des transports a toujours été au cœur de l'action gouvernementale. Quand on sait que le Togo ambitionne de se positionner comme un hub logistique dans la sous-région, à travers le port autonome de Lomé qui dessert les pays de l'Interland, il faut développer ce secteur-là. Il faut développer ce secteur. Il y a l'aéroport, il y a le port, et il y a les infrastructures routières également sur lesquelles l'État a investi massivement. Et donc, à côté des infrastructures aussi bien routières, portuaires qu'aéroportuaires, il fallait également moderniser les services de transport routier. Donc, c'est vraiment l'objectif de la réforme, c'est de pouvoir rendre ce secteur compétitif dans la sous-région. Et donc, plusieurs axes font l'objet de la réforme, notamment la revue du cadre juridique. Le diagnostic a révélé quand même que le cadre juridique actuel n'est pas adapté aux réformes. La plupart des tests sont des tests obsolètes qui datent de plus de 4 décennies et plus et qui ne tiennent pas forcément compte des réalités actuelles. Donc il fallait quand même revoir ce cadre juridique-là pour le rendre, en tout cas, pour l'actualiser afin qu'il puisse répondre aux besoins actuels. Ça veut dire qu'il y avait des infractions qui n'étaient pas prévues par la législation. Du coup, il était difficile de punir ceux qui contrevenaient donc, à la loi. Bon, de manière générale, par rapport au transport, puisqu'il y a plusieurs axes ou plusieurs secteurs qui sont pris en charge, il faut dire qu'entre-temps, il y a eu des tests communautaires aussi qui ont vu le jour. Donc, il faut quand même que les tests actuels puissent prendre en compte cela. Les tests communautaires, que ce soit au niveau de la communauté régionale ou au niveau continental ou même mondial, il y a eu beaucoup de tests qui ont été pris. Donc, il faut remettre au goût du jour les tests qui existaient
afin que le Togo puisse également s'impliquer ou amorcer vraiment les réformes au niveau mondial. Donc, à ce titre, il y a le cadre juridique que nous allons revoir. Il y a également la professionnalisation des acteurs. Aujourd'hui, nous avons plus de 95% des acteurs qui opèrent de manière artisanale et dans l'informel. Et donc, la réforme également vise à les rendre plus professionnels, qui se formalisent et qui modernisent, professionnalisent leur activité afin qu'ils soient plus compétitifs. Nous sommes dans un espace régional ou global et à terme, ce sera le libre marché. Donc, l'ouverture des marchés, il faut que nos transporteurs et les conducteurs routiers soient aguerris, soient mieux préparés, mieux outillés afin de faire face à la concurrence qui s'annonce. Donc, il y a également la sécurité routière qu'il faut améliorer. Nous avons connu des années où le taux de tués, de blessés sur la route était très élevé. Et donc, il fallait également agir sur ce facteur-là pour réduire un tant soit peu les accidents. Et nous estimons quand même que plus nous aurons des entreprises professionnelles, et plus on pourra lutter contre l'insécurité routière. Il y a le rajeunissement du parc automobile. Les statistiques ont montré que nous avons un parc vétuste avec une moyenne d'âge d'environ 23 ans, notamment pour les camions. Et donc le gouvernement également à ce niveau, 23 ans d'âge comme âge moyen pour les camions. Et il y en a des camions même qui ont 30 ans d'âge, 40 ans d'âge. Et donc il fallait aussi agir pour pouvoir réduire l'âge des camions qui roulent sur notre réseau, afin de pouvoir... vieux sont susceptibles de provoquer plus d'accidents. Effectivement, il y a plus d'accidents, même par rapport à l'activité même des transporteurs. Plus vous avez un véhicule vieux, les coûts de maintenance s'augmentent, les coûts d'exploitation sont grevés également. Donc je pense que c'est aussi bien pour la sécurité routière et pour l'activité elle-même des transporteurs. Donc c'est autant d'axes sur lesquels le gouvernement travaille pour pouvoir, en tout cas, un tant soit peu, rendre le secteur plus compétitif. On pourrait ajouter aussi le règlement 14 de l'UEMOA, mais sur lequel on va revenir au cours du débat. Monsieur Kpatemou, est-ce que vous avez été impliqué en amont dans la mise en œuvre de ces réformes, d'abord dans le diagnostic et la mise en œuvre? Est-ce que tous les acteurs ont été impliqués? Merci. Je dirais oui, en toute honnêteté. Parce que quand c'est bien, il faut le dire. Le gouvernement a choisi une stratégie d'implication des acteurs du sous-secteur dans les grandes décisions, dans la prise des grandes décisions, y compris de la loi. Et le climat a changé. Il y a désormais un climat de confiance entre les transporteurs regroupés au sein de la fêtière et l'exécutif et le gouvernement. Nous sommes généralement consultés sur toutes les questions. Nous avons une relation, je dirais aujourd'hui, permanente avec notre ministère, qui est le ministère des Transports. Il faut noter que, je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire de notre pays que nous avons un ministère dédié uniquement aux problèmes des transports. C'est dire que les transporteurs sont désormais écoutés. Nous avons également l'écoute du ministère de la Sécurité, que nous rencontrons régulièrement, qui nous implique dans ces grandes décisions et programmes, notamment en ce qui concerne la sécurité routière, des voies et moyens pour réduire le nombre des accidents. Le ministère de la Sécurité aujourd'hui, il faut le dire, il faut le reconnaître, est dans le quotidien des transporteurs. Il y a un climat de plus en plus serein entre la DFR et les transporteurs et les conducteurs, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il y a eu vraiment des sensibilisations. Avant, et le transporteur et le conducteur estimaient que la DFR fait des ennemis. Voilà, c'est des ennemis, on ne peut pas s'entendre. Aujourd'hui, le climat est serein et il y a de moins en moins de heurts. Dans les grandes décisions, on n'est pas toujours d'accord, mais au moins on est d'accord qu'il faut qu'on reste ensemble pour discuter, trouver des consensus.
Et ça, c'est le plus important. Donc, je dirais que c'est une politique qui inclut au quotidien l'acteur qu'est le transporteur. Je ne vais pas citer le ministère des Transports et de la Sécurité sans citer le ministère du Commerce, avec qui nous sommes également en relation permanente en ce qui concerne les prix et la gestion de certains prix par rapport aux pays qui nous entourent. Donc, je peux dire merci. L'esprit, l'approche a changé et on s'en réjouit. Dites-moi, est-ce que vous trouvez ces réformes pertinentes? Est-ce que ça répond aux problèmes que vous rencontrez quotidiennement sur la route? Oui, principalement oui, il faut reconnaître. Mais le sous-secteur des transports au Togo était vraiment dans un état vestus, embryonnaire même, je dirais. Il y a quelques années, on n'était pas véritablement des transporteurs. Maintenant, l'État a compris, le transporteur a compris, on a essayé de cibler les problèmes. Qu'est-ce qui freine l'activité? Qu'est-ce qui rend le transporteur togolais peu compétitif par rapport aux autres pays de la sous-région? Parce que nous sommes entourés de pays qui viennent principalement au port de Lomé, chargés, et on les voit, les délais des autres par rapport aux délais des Togolais, etc. Il y a le problème de vesticité du parc dont a parlé le directeur tout à l'heure. Le gouvernement a mis en place une solution depuis bientôt 4 ou 5 ans, avec la politique de défiscalisation pour nous permettre d'accéder au renouvellement du parc à des camions neufs. À cela, il y a la réforme visant la professionnalisation. Il y a la réforme visant la formalisation, parce que beaucoup sont dans l'informel. Et ça plombe l'activité, ça plombe le sous-secteur. On a un délai de 2 ans, je crois, pour se mettre aux normes par rapport aux tests qui sont pris en vue de leur application intégrale. Donc, jusque-là, je crois que au-delà de cette période transitoire, nous allons valablement mesurer l'impact des décisions prises pour l'avancée du secteur. Mais à ce jour, on est satisfait. Mon commissaire Sodi, vous êtes un acteur clé de ce sous-secteur de transport, des transports routiers. Est-ce que vous avez été consulté, associé, impliqué dans le diagnostic et la mise en œuvre des réformes dont nous sommes en train de parler? Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Il faut dire que les réformes ont été jugées nécessaires pour moderniser et renforcer le sous-secteur des transports de notre pays. Et la question de transport et de sécurité routière est un domaine transversal. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tel département ministériel a le lead de la sécurité routière. Il y a une implication de différents départements ministériels. Donc, à ce titre, il faut dire que l'approche dans ces réformes a été inclusive. Autrement dit, nous sommes associés les différentes administrations, notamment la direction des infrastructures à travers le ministère des infrastructures, et la délégation de la promotion, en tout cas il y a un département ministériel de l'inclusion financière et de la réforme du secteur informel. Tous ces acteurs sont impliqués. Donc je peux dire que, comme M. Padem l'avait dit, il y a une synergie d'action au niveau de tous les acteurs. Les réformes ont commencé par des diagnostics qui étaient de vastes programmes d'accompagnement de notre pays par des experts et institutions qui s'intéressent à la matière. Et à chaque niveau, que ce soit au niveau des diagnostics, des résultats et des travaux, nous sommes associés. Il y a le retour qui est périodiquement fait par ces experts. Des débats ont eu lieu ensemble avec les transporteurs et les différentes autres administrations impliquées. Et on s'est entendu sur l'essentiel. Donc aujourd'hui, les forces de l'ordre et de sécurité préposées sur les corridors dans le cadre
de la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures sont suffisamment outillés et parlent le même langage que les transporteurs et conducteurs. On s'entend, on sait les nouvelles infractions qui sont définies et les sanctions qu'il faut appliquer. On est ensemble dans le cadre des sensibilisations parce qu'on s'est rendu à un moment donné compte que la plupart des infractions que nous constatons relèvent de l'ignorance, en quelque sorte, des transporteurs eux-mêmes et de certains conducteurs. C'est pour ça que dans le cadre de la réforme, monsieur le directeur des transports venait de le dire, il a été créé un centre de formation au métier des transports. Là, et périodiquement, les transporteurs eux-mêmes et les conducteurs subiront des formations qui vont leur permettre de renforcer leur capacité, de connaître leur métier. Et je pense qu'avec l'ensemble de ces mécanismes, le sous-secteur des transports de notre pays va connaître un essor pour la croissance économique et le développement durable de notre pays. Merci. Monsieur Derman, la mise en œuvre a démarré, je crois, en 2020. 4 ans, 5 ans après, quelles sont les avancées concrètes enregistrées depuis la mise en œuvre donc, de ces réformes? Merci Gilles. Nous avons entamé les réformes depuis 4-5 ans déjà. Il faut dire que nous avons pris quand même du temps pour pouvoir bien asseoir la réforme. Comme vous le savez, on ne peut pas changer du jour au lendemain des pratiques vieilles de plusieurs décennies. Donc nous sommes conscients que la démarche elle est progressive. Et en incluant les acteurs, je confirme les propos du président de la fêtière. On a inclus tous les acteurs pour pouvoir définir ensemble la vision consensuelle. Et on a accompagné également les acteurs pour la mise en place de la fêtière des transporteurs, pour pouvoir être force de proposition, être un interlocuteur vraiment crédible vis-à-vis du gouvernement pour les discussions liées au secteur. Nous avons également la loi d'orientation des transports qui a été adoptée en 2022 par le Parlement. Également les tests d'application, les décrets d'application qui ont été pris, les décrets qui fixent les conditions d'accès et d'exercice des différentes professions du secteur, aussi bien concernant le routier qu'au niveau de l'urbain, du transport urbain. En termes d'acquis ou de réalisations, nous pouvons également citer le centre de formation au métier du transport routier qui a été construit, équipé avec les véhicules écoles et également les simulateurs de conduite pour en tout cas mieux former, renforcer les capacités des acteurs, aussi bien les gestionnaires d'entreprise que les conducteurs routiers. Nous pouvons également, à ce niveau-là, nous avons eu à former, des formateurs ont été formés, on a également élaboré les curricula, et on a démarré même les sessions pilotes de formation, où on a plus de 335 personnes déjà formées au niveau du centre de formation, dont 183 transporteurs et 152 conducteurs routiers. Il y a également le crédit bail, pour permettre aux transporteurs, aux entreprises de transport de pouvoir renouveler leur parc. Nous avons identifié cet outil comme un outil plus souple par rapport au crédit, en tout cas bancaire traditionnel. Et à ce titre-là, le gouvernement a fait adopter par le Parlement la loi de l'UMOA sur le crédit bail. Et également, les acteurs ont déjà commencé par utiliser cet outil sur le terrain, ce qui a permis aux transporteurs de pouvoir accéder au financement. Et nous avons constaté, depuis la mise en œuvre des mesures fiscales et douanières depuis 2020, le taux des véhicules neufs à l'immatriculation a doublé. On est passé du simple au double, de 5%. On est passé à 10%, donc ce qui quand même est encourageant pour la suite. Et nous pensons toujours maintenir cette dynamique pour obtenir beaucoup de résultats dans le futur. Au niveau du routier ou des infrastructures routières, depuis 10 ans, nous pouvons noter que 670 km de routes ont été réhabilitées au Togo,
par le gouvernement. Et 264 km de routes nouvelles ont été aménagées. Actuellement, nous avons 355 km de routes qui font objet de travaux actuellement en cours. Donc, c'est vraiment une dynamique qui est là, parce qu'il faut également avoir de bonnes infrastructures routières pour que les véhicules puissent circuler, pour également qu'on ait moins d'accidents, et également prolonger la vie des camions, la durée de vie des camions sur nos routes. Donc, je peux dire que c'est le tout premier résultat que nous sommes en train d'obtenir, et nous sommes très confiants que nous en obtiendrons plus dans les prochaines années. Monsieur Padenou, c'est vous qui êtes sur les routes. Je ne vais pas vous demander si c'est vrai ou faux, mais est-ce que vous constatez ce que M. Derman dit, c'est-à-dire la réhabilitation du réseau routier? Et il a également évoqué les mesures d'accompagnement, notamment les facilités fiscales qui vous sont accordées. Est-ce que vous ressentez ces changements dans l'exercice de votre métier? Merci. On ne s'entend pas toujours. Et je suppose, je considère qu'on n'est pas là pour faire le bilan de ce qui est déjà fait ou bien ce qui s'est déjà passé. Parce que ce qui est déjà fait, qui est bien fait, c'est vrai qu'il faut le dire, il faut faire allusion. Je dis bravo, ils ont fait le travail. On est satisfait. Mais l'impact des tests, l'impact de la réforme, c'est maintenant que nous voyons les fruits. Et c'est un chantier vaste. Et le gouvernement s'est vraiment impliqué à notre grande surprise. Quand on prend par exemple la naissance de la Fêtière. La Fêtière, c'est une organisation patronale qui regroupe à peu près une quinzaine d'organisations professionnelles de transport. L'objectif, c'est quoi? C'est que le gouvernement ait un seul interlocuteur, que les institutions avec qui nous discutons aient un seul interlocuteur, et que les ministres aussi, pour que les transporteurs puissent en réalité parler d'une même voix. Et nous y arrivons. Il y a l'adoption des tests de l'orientation sur le transport, c'est une très 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 grande avancée. Il y a le projet de renouvellement du parc. C'est vrai qu'au début, on n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. On a mis du temps, mais nous évoluons de plus en plus vers l'achat de véhicules neufs. Il y a la formation des conducteurs. On a désormais un centre qui est équipé de simulateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conducteur qui est en formation évolue en grandeur nature. Il est par exemple en train de monter à l'Ejo, il constate que s'il fait une mauvaise manœuvre, il voit l'accident arriver. Et ce sont les simulateurs que nous sommes en train de voir à l'écran, justement. Ah bon? Donc, il y a ces simulateurs que nous avions. Il y a le programme d'élimination des vieux véhicules à la casse contre une compensation dont nous sommes en train de discuter pour voir si elle sera en numéraire ou bien si elle va impacter directement l'achat de véhicules neufs. Il y a notre relation avec OTR. Et l'Office togolais des recettes. Elle est souvent compliquée. Elle est souvent compliquée non pas par les acteurs d'OTR. Les acteurs de l'OTR n'ont rien contre les transporteurs. Mais elle est compliquée du fait que les transporteurs sont longtemps restés, je dirais, dans l'informel, alors que OTR a des tests à appliquer. Ce qui nous a amené à mettre en place une commission mixte, OTR Fêtière, qui se réunit et qu'on vient de réactiver pour mettre en place tous les problèmes afin que les opérateurs du secteur puissent être vraiment à jour en régularité fiscale avec l'OTR. La réforme a permis aujourd'hui d'avoir une sécurité de plus en plus accrue sur notre corridor. Il y a un numéro vert. La gendarmerie répond spontanément, la police répond spontanément, au point où les braqueurs ont maintenant peu de chances d'y arriver. Ça a failli reprendre ces derniers temps, mais la promptitude de la réaction de la gendarmerie et de la police avec le ministère de la Sécurité qui est au front a permis de juguler cette tendance. Donc, il y a un autre exemple. La réforme a permis de déceler que plusieurs apprentis, ce que nous appelons apprentis communément,
Tout le monde sait que lorsque leurs patrons sont fatigués, ils leur donnent le volant. C'est des jeunes qui parfois savent conduire, mais n'ont pas de permis. Donc ils ne sont pas en règle, ils ne doivent pas conduire. Et parfois, ils n'ont pas de permis parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Et quand ils n'ont pas d'acte de naissance, ils ne peuvent pas avoir la carte d'identité. Et quand ils n'ont pas la carte d'identité, ils ne peuvent pas passer le permis. Donc, c'est aussi un problème qui a été mis sur la table et le ministère de la Sécurité est en train de trouver les voies et moyens pour que tout ça soit régularisé. C'est dire que la réforme est une porte ouverte pour que nous puissions régler tout ce qui freine et plombe le sous-secteur. On commissaire Sodji, à la lumière de ces réformes entamées, est-ce que la sécurité routière commence pas à s'améliorer? Est-ce que vous voyez des améliorations sur la route? Merci, Monsieur Gilles. Lorsque l'on considère le concept de sécurité routière comme la gestion des statistiques des accidents et qu'on ne voit pas inverser la courbe des accidents et qu'on constate que malgré les efforts de modernisation et de développement des infrastructures routières dans le cadre de ces réformes, l'on constate des accidents graves, voire mortels ici et là, on peut être tenté de croire qu'il n'y a pas une amélioration substantielle dans la sécurité routière de notre pays. Mais quand on a une autre vision de la chose et qu'on considère la sécurité routière comme un ensemble de stratégies et de programmes à la disposition du gouvernement et des différentes administrations concernées pour assainir le secteur des transports et de la sécurité routière, on dira qu'il y a d'amélioration. Parce que la sécurité routière, ne perdons pas de vue, elle englobe la conception, la réalisation et la maintenance des infrastructures routières. Le DTRF venait de nous donner une idée sur les distances de routes qui ont été nouvellement construites et réhabilitées. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens. On a parlé également de l'amélioration du cadre légal et réglementaire. Je dois ajouter aussi institutionnel, parce qu'il y a certaines institutions qui ont vu le jour. C'est des avancées dans le cadre de ces réformes. Je voudrais citer au passage l'adoption par le gouvernement en 2020 d'une politique nationale de la sécurité routière pour notre pays. Il s'agit de véritables stratégies et programmes dont s'est doté le gouvernement pour améliorer le secteur des transports. Donc, c'est une avancée. Aujourd'hui, nous avons un dispositif institutionnel qu'est l'Office national de la sécurité routière, qui n'est rien d'autre qu'une émanation de l'une des obligations que la Charte africaine sur la sécurité routière et que la représentation nationale de notre pays a ratifié dernièrement en 2021, parce que certaines dispositions de cette charte imposaient aux États de mettre en place des stratégies pour une bonne et meilleure gestion de la sécurité routière dans les différents pays. Et donc notre pays ayant exprimé l'engagement de ratifier cette charte, a vite pris en compte cette obligation en mettant en place l'Office
national de la sécurité routière qui a essentiellement pour mission l'étude, la recherche et la mise en place de tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers par des mesures de prévention des accidents, la sensibilisation et la formation des conducteurs de véhicules et puis aussi le développement des moyens de l'assistance médicale urgente. Donc il y a un travail qui est fait et au regard de tout cela, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, qu'il y a d'améliorations substantielles avec ces réformes. Et surtout, je vais chuter par là, l'engouement que suscite la question des transports et de sécurité routière dans notre pays aujourd'hui. C'est déjà une très grande avancée parce qu'il y a des septennats en arrière, la sécurité routière n'était pas au cœur des débats. Ce n'était pas un enjeu national. Aujourd'hui, tout le monde en parle, que ce soit les médias, la société civile, les organisations non gouvernementales, tout le monde s'intéresse à la chose. Et je peux même dire qu'à chaque fois que le gouvernement prend une mesure phare dans le cadre de ces réformes, certains transporteurs et conducteurs n'hésitent pas à nous appeler pour demander des conduites à tenir, pour demander des orientations. Je pense que c'est la même chose au niveau de la direction des transports routiers et au niveau même de la fêtière. L'accompagnement de l'État pour la mise en place de la fêtière est également une avancée parce qu'aujourd'hui, les administrations ont un unique interlocuteur à qui il passe le message, quitte à elle de le répercuter sur sa base. Et je pense que la connexion, elle est bien établie aujourd'hui. À la lumière de tout cela, nous pouvons dire que la sécurité routière s'est améliorée. Vous savez, quand on parle de réforme, c'est qu'on est dans un processus. Donc l'heure n'est pas au bilan parce que les différents tests qui sont pris sont tous assortis d'un moratoire. Et dans ce cadre, il n'y a pas un seul test qui a donné un moratoire en deçà de 24 mois. Donc, je pense que nous serons au cœur même de l'effectivité de toutes ces mesures à partir de 2026. Et là, à partir de là, et je pense qu'après l'effectivité de la mise en œuvre de ces réformes, on saura vraiment se prononcer. Merci. Visible. Oui, je voudrais qu'on aborde maintenant le règlement 14 de MOA qui concerne la lutte contre les surcharges. Mais juste avant, peut-être, le temps de demander à M. Derman les conditions qu'il faut remplir désormais pour exercer les métiers de transporteur, de conducteur, au vu de la réglementation qui est en train d'être changée. Je crois savoir que n'importe qui ne s'élèverait plus pour devenir transporteur ou conducteur du jour au lendemain. Merci Gilles. Peut-être qu'avant d'aborder cette question, je vais juste ajouter un petit mot à la sécurité routière. Comme l'a souligné le commissaire, l'approche elle est holistique. Qui comprend en compte la gestion de la sécurité routière, la sécurité des véhicules. Et à ce niveau-là, nous avons acquis de nouveaux équipements au niveau de contrôle technique automobile pour une plus grande efficacité, avec des stations mobiles aussi. On a acquis 3 stations mobiles qui permettront de pouvoir rapprocher le service des populations, des zones où il n'y a pas de centre fixe. Nous avons également, au niveau de l'éducation des usagers, chaque jour, ils sont toujours sur le terrain, ils sensibilisent les acteurs. Et à ce titre-là, nous avons démarré aussi un programme depuis 2019 pour les conducteurs des véhicules 2 roues. Et nous avons de 2019 à 2024 pu former et examiner 15 000 personnes qui ont aujourd'hui leur permis de conduire catégorie A. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là que nous sommes. C'est ces éléments que j'ai voulu aussi ajouter. Et aussi en termes de tués sur la route, en 2014, on était à 800 tués sur la route par an en 2014. Aujourd'hui, nous sommes à 600. C'est vrai qu'un tué est un tué de trop.
de trop. Notre idéal, c'est d'avoir 0 tué sur la route. Mais il faut quand même observer qu'il y a la tendance est légèrement à la baisse. Donc, quand on sait que chaque année, c'est pas moins de 50 000 motos qui entrent en circulation et pas moins de 20 000 véhicules. Donc, c'est dire que le défi est énorme. Et ensemble avec tous les acteurs concernés, on va pouvoir les relever. Pour revenir aux conditions d'accès et d'exercice des différentes professions du secteur, bon, je vais commencer par les transporteurs. Le décret qui a été adopté en 2023, qui fixe les conditions d'accès et d'exercice de la profession de transporteur, d'intermédiaire et d'auxiliaire de transport routier. Ce décret autorise uniquement les sociétés commerciales à pouvoir effectuer le transport. Donc, désormais, pour avoir accès à la profession, il faudra se constituer en société commerciale. Les individus ne pourront plus opérer comme c'est le cas aujourd'hui. C'est toujours dans la démarche de la professionnalisation. Sauf au niveau des transporteurs pour compte propre. Il y a ce que nous appelons le transport pour compte d'autrui ou transporteur public et le transport pour compte propre ou transport privé. Donc au niveau du transport privé, il y a toujours cette latitude pour les personnes physiques ou morales de pouvoir exercer l'activité. Mais pour celui qui en fait sa profession, c'est-à-dire le transporteur public, lui, il est obligé de se constituer en société commerciale. Il y a également les conditions pour toujours... outre le fait de se constituer en société commerciale, il y a des conditions à remplir, notamment en termes de capacité financière. Entre autres, il faudra disposer de 10 camions. 10 camions pour les entreprises de transport de marchandises et 5 bus ou autocars pour les transports de passagers. Et nous avons également les dirigeants ou les gestionnaires qui également doivent aussi avoir leur attestation de capacité professionnelle et qui s'obtient après une formation au niveau du centre de formation au métier du transport routier. Bon, au niveau des conducteurs routiers, outre le permis de conduire, il faudra avoir ce que nous appelons le CQCRP, le certificat de qualification à la conduite routière professionnelle, qui également s'obtient après une formation au niveau du centre de formation pour pouvoir être reconnu comme conducteur routier professionnel. Donc le permis ne suffira plus pour conduire les poids lourds. Le permis ne suffira plus pour être un conducteur routier professionnel, parce qu'au-delà du permis, celui qui veut en faire son métier, il y a d'autres formations complémentaires qu'ils doivent subir pour pouvoir être bien aguerris, notamment en termes de réglementation, voilà, en termes de maintenance, en tout cas de l'équipement, sur d'autres, dans d'autres domaines aussi. C'est comme vous et nous, on a notre permis catégorie B pour conduire nos véhicules de tourisme, mais pour quelqu'un qui veut en faire son métier, conduire un taxi par exemple, il faudra quand même avoir des formations complémentaires parce que lui il en fait sa profession, H24 il est dedans. Donc il y a également au niveau du transport urbain, c'est vrai que nous sommes focalisés sur le routier, mais au niveau de l'urbain également, les réformes touchent également l'urbain. Au niveau des taxis, taxis-motos et tricycles, il y a également un décret qui a été pris en 2023 pour réglementer l'exploitation de ce type de véhicules aussi. Donc désormais, il sera question d'avoir une licence pour les exploitants, qui sont des sociétés commerciales évidemment. Et il y a également un agrément qui est institué pour le conducteur de taxi-moto. Il faut qu'il ait son permis de conduire, avoir au moins 18 ans et d'autres conditions qui sont associées. Et il y a également une autorisation à avoir pour les véhicules également, que ce soit les taxis-motos, les tricycles et les taxis. Et il y a des autorisations à obtenir avant de pouvoir exercer. Ces engins ou ces véhicules doivent pouvoir respecter des normes qui seront définies, précisées par arrêté, notamment en termes d'âge, en termes d'état technique du véhicule. L'assurance, etc. Donc la loi a changé, mais pas encore en vigueur. Nous sommes dans une période transitoire. Quel est le délai butoir pour pouvoir se conformer à toutes ces règles en un mot, très rapidement? Oui, les décrets qui ont été pris ont donné un moratoire de 24 mois. Tout à l'heure, le président l'a souligné, de 24 mois
Bon, il est vrai que les décrets n'ont pas été pris au même moment. Donc on peut dire qu'à l'horizon fin 2025, on doit pouvoir, en tout cas, arriver, tout le monde doit pouvoir se conformer au nouveau test. On va aborder maintenant le règlement 14 de l'UEMOA concernant la lutte contre les surcharges. Mais très rapidement, M. Padeno, qu'est-ce qui vous amène à surcharger les véhicules, les poids lourds? Nous voyons parfois des images traumatisantes, des véhicules qui chargent jusqu'à 7-8 mètres. Qu'est-ce qui vous y amène? Permettez-moi une minute de revenir sur le problème de la sécurité routière. Alors, en une minute. En une minute. Les gens s'en plaignent parfois, nos forces de l'ordre, ou bien les défis, je dirais. Oh, c'est pour notre bien. La sécurité routière veut dire quand nous voyons nos enfants aller à l'école le matin, il faut qu'ils reviennent le soir. Quand un transporteur a un véhicule qui fait un accident avec des morts, ça le perturbe. C'est des coups durs. Le réseau routier togolais doit être un réseau de la vie et non un réseau de la mort. Et il y a beaucoup de choses à faire. Les panneaux de signalisation qui n'existent pratiquement plus sur nos routes. Vous vous rendez compte que 2 taxis motos se cognent et il y a des morts. Donc, j'en appelle à tout le monde pour qu'on puisse accompagner le gouvernement, pour qu'on puisse accompagner la DSR. La fêtière fait des sensibilisations permanentes sur le problème de la sécurité routière pour que nous puissions inverser cette courbe. Parce que, j'avoue, la voie où il y a plus d'accidents au Togo aujourd'hui, c'est le contournement. Ce n'est même plus la nationale 1. Et ce n'est même plus les gros camions qui font plus d'accidents. Parce que la sensibilisation a porté ses fruits. Les chauffeurs sont plus conscients. C'est un thème qui mérite un débat entier pour qu'on puisse toucher le cœur de tous ceux qui sortent de chez eux et empruntent la voie. On le met de côté. Je promets vous revenir là-dessus. Merci. Pourquoi le règlement 14? C'est aussi pour la sécurité routière. Parce que lorsque un camion est moins chargé, lorsque un camion est chargé suivant les normes, les organes de sécurité répondent mieux. Quand un véhicule est surchargé, les freins et autres, pour parler, je dirais d'une manière simple, ne répondent pas aussi efficacement. Mais ceux qui chargent se trompent. Parce que la recette est apparemment importante au moment où on surcharge, mais les impacts, les conséquences de la surcharge sont énormes. On tue ses moteurs, il y a les risques d'accident, il y a la maintenance, etc. Bon. Le règlement 14, globalement, réglemente les gabarits des camions et la surcharge. Le Togo est le premier dans l'espace UEMOA à respecter le règlement 14 depuis des années. Et nous le sentons sur le comportement de nos véhicules. Avant, les transporteurs qui surchargeaient rapidement refaisaient leur moteur une fois par an. Aujourd'hui, c'est peut-être une fois tous les 3 ans. Et ce règlement 14 de l'UEMOA est également opérationnel aux frontières du Togo. Exemple du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Vicondji à la frontière Togo-Bénin. Reportage Helmut Pinto Ekwe, Christophe Ekwe et Bonito Bochoy. C'est un passage obligé pour tous les poids lourds en transit vers le Bénin, le Nigeria et inversement. Nous sommes au poste juxtaposé de Saint-Vicondji-Ilakondi, frontière Togo-Bénin. Ce PCJ est le fruit du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de facilitation du transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Ici, les conducteurs s'adonnent à un exercice de routine, le paysage des ensembles routiers. L'opération est réalisée de concert entre la douane togolaise et béninoise. Exceptionnellement, notre équipe est autorisée à filmer tout le processus. Temps d'exécution moyenne, 6 minutes. Le principe est plutôt simple. À l'arrivée, commence la prise en charge. Ensuite, l'opération vérification, supervisée devant cet écran par une paire d'agents mixtes à qui rien n'échappe.
des papiers et des véhicules passés au crible afin de déceler la moindre irrégularité ou infraction. Du contrôle aux éventuelles pénalités, tout est sur mesure ici au poste de contrôle juxtaposé de Sanvikondi-Hilakandi. Le travail se fait en commun accord avec les autres services, les autres administrations du Togo et celles aussi du Bénin. Nous cohabitons ensemble. Bon, nous avons les opérations à l'importation et à l'exportation. Quand les marchandises viennent du Bénin, les collègues du Bénin, après les formalités, elles viennent pour le Togo, ou bien pour le Ghana, ou bien la Côte d'Ivoire. Nous les recevons après leurs formalités. Et nous, il y a deux séries. Il y a celles qui sont en transit et celles qui sont mises pour la mise à la consommation. Celles qui sont destinées pour la mise à la consommation, on les prend en charge et nous faisons le dédouanement, ils paient les droits et taxes et on libère. Par contre, celles qui sont destinées pour les pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, nous faisons le transit. On essaie de faire le transit, on met le tracking et la marchandise continue son trajet pour le bureau de sortie. Au même moment où on fait, les documents sont transmis aux collègues du Bénin pour la prise en charge. Donc il n'y a même pas un temps latent. Ce procédé technique est le fruit du règlement 14 adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA pour faciliter les opérations douanières et réduire le temps de passage des marchandises aux frontières. Pour la brigade conjointe qui veille au grain, la procédure est pareille, tant pour les véhicules qui sortent du Togo que pour ceux qui y entrent. Quand ils arrivent sur le PCJ, on les accueille premièrement pour vérifier la hauteur du camion. Vous avez vu les portiques, donc qui sont de 4,5 mètres, mais la hauteur normale qui est de 4 mètres. Donc arrivé là-bas, si la hauteur dépasse, on les fait contourner. Ils reviennent sur le PCJ pour le délestage. Maintenant, ils peuvent respecter la hauteur, mais quand ils arrivent sur le PCJ, ils passent sur le pont bascule pour le contrôle des essieux. Donc à ce niveau, si les essieux ne sont pas respectés, ça agit également sur le poids. Donc pour ces camions, ce qui se fait, c'est le délestage avant qu'on ne puisse les libérer aux collègues du Bénin. Créés par les pays de l'UEMOA, les postes juxtaposés adoptent le règlement 14 pour également lutter contre les surcharges et améliorer la sécurité routière. Outre l'amélioration des services de transport entre les deux pays et la simplification des procédures douanières, les PCJ participent aussi à l'intégration sous-régionale et sont opérationnels dans tous les pays de l'Union. Le R14 est entré en vigueur le 1er février 2017 avec zéro tolérance en cas de surcharge. Pour rappel, les travaux des postes juxtaposés de Sanvikondi-Hilakandi, dont le coût total s'élève à plus de 9,4 milliards, sont financés par la Banque africaine de développement. Mais la mise en œuvre du règlement 14 le mois au poste juxtaposé de Sanvikondi. Nous sommes pratiquement à la fin de ce plateau africain. Nous allons conclure. Je commence avec vous, mon commissaire Sodji. On voit les lignes commencent par bouger. Mais quels sont les défis, les difficultés, les menaces que vous avez dans la mise en œuvre de ces réformes? Les choses à revoir rapidement pour avoir des résultats attendus à la fin de la mise en œuvre de ces différents projets, mon commissaire. Merci, Monsieur Gilles, et merci beaucoup à mes collègues qui sont ici, qui partagent le plateau, avec lesquels je partage ensemble le plateau. Les réformes qui viennent prolonger le règlement 14, puisque le règlement 14 a été pris depuis 2005, est une mesure qui vise à améliorer la sécurité routière. Donc, ce que nous demandons, c'est l'adhésion de tous les conducteurs et transporteurs et de l'ensemble des usagers de la route à ces mesures. Parce que aujourd'hui, nous disposons de ces équipements sur les sites de chargement avant les sorties, mais nous constatons encore qu'après la sortie, les conducteurs se permettent encore de faire des chargements
et nous voyons dans la circulation des camions hors gabarit et tout cela qui n'arrivent même pas à manœuvrer dans la circulation et sur de petites manœuvres, ils se renversent et bloquant la circulation. Tout cela freine la fluidité de la circulation. Donc nous demandons à tous les transporteurs et conducteurs de prendre conscience que la route, c'est un bien commun. L'État a débloqué des fonds colossaux pour leur réalisation. Elle nécessite une préservation qui passe par la réduction de la charge. Merci, commissaire principal Kossi Sodji, directeur de la division de la sécurité routière DSR. Monsieur Padenou. Merci. Nous allons poursuivre le travail au niveau de la fêtière pour sensibiliser les transporteurs, pour sensibiliser les conducteurs sur l'impact, le résultat positif du respect du règlement 14. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui le Togo est le premier pays dans l'espace UEMOA à respecter le règlement 14. Nous allons continuer à le faire pour que on puisse préserver nos infrastructures, mais au-delà, préserver des vies. Comme on le disait tous unanimement tout à l'heure, il faut que le réseau routier togolais soit un réseau de la vie et non un réseau de la mort. Oui, merci. Merci infiniment. Rémi Padenou, premier vice-président de la fêtière patronale togolaise des transporteurs routiers. Le dernier mot à M. Tadoudine Derman, directeur des transports routiers et ferroviaires des TRF. Sur le règlement 14, je vais juste donner un chiffre. Aujourd'hui, 1 km de route coûte environ 600 millions de francs CFA. C'est-à-dire que c'est des investissements énormes que l'État consent pour, en tout cas, moderniser les infrastructures routières. C'est un devoir pour nous tous de pouvoir protéger l'infrastructure routière afin que ces ressources soient également réaffectées dans d'autres domaines, notamment le social. Il y a l'éducation, la santé et d'autres domaines. Donc, nous devons ensemble protéger la route pour pouvoir avancer vers le développement. Bon, pour ce qui concerne les réformes, nous sommes toujours dans la dynamique et comme je l'ai dit en début d'émission, nous sommes dans une démarche progressive et c'est ensemble avec les acteurs qu'on pourra y arriver et le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les accompagner afin que nous puissions ensemble nous tourner résolument vers le développement socio-économique de notre pays. Merci. Merci infiniment, M. Tadoudini Derman. Nous arrivons donc à la fin du plateau africain consacré aux réformes en matière de transport routier au Togo. Nous sommes arrivés sains et saufs à destination. Merci à tous les conducteurs, réalisateurs. On se retrouve très bientôt sur New TV pour d'autres programmes.